le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves-Alexandre Thalmann. Yves-Alexandre a d'abord étudié les sciences naturelles à l'université de Fribourg. Il obtient un doctorat en physique des particules en 1997. Il réalise bien vite que sa formation ne lui est d'aucune utilité pour affronter les difficultés relationnelles qu'il rencontre. C'est alors qu'il s'intéresse au domaine de la communication, qui devient rapidement une passion. Ce cheminement l'amène à étudier en France, en Belgique, puis au Québec, où il passe plus d'une année. Au bénéfice d'une licence en psychologie obtenue en 2000 à l'université de Fribourg, il exerce actuellement en Suisse romande comme formateur et conférencier dans le domaine des compétences interpersonnelles. Auteur de plusieurs ouvrages, il enseigne également la psychologie. Je vous souhaite une belle écoute. Le bonheur, c'est du bien-être dont on prend conscience. En fait, là, je m'inspire de la définition de Christophe André, bien connu en France. Je crois qu'il dit ce qu'il y a à dire par rapport au bonheur, parce que c'est un état subjectif. Et moi, quand je parle du bonheur, c'est principalement à travers la psychologie positive. C'est pas à travers un credo ou un quelconque. C'est pas mon truc. C'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis psychologue et en tant que tel, j'essaie de me référer aux travaux que les psychologues ont menés, donc travaux empiriques en psychologie empirique. Et en psychologie positive, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le bonheur. Donc, bien-être subjectif. C'est du reste comme ça qu'on vend le bonheur en psychologie positive, parce que dans un institut universitaire arrivé il y a quelques années avec un sujet de recherche sur le bonheur, ça le faisait pas. Tandis que le bien-être subjectif, alors on sait que c'est subjectif, on sait que c'est du bien-être, mais le problème c'est que beaucoup de personnes vivent du bien-être sans en prendre conscience. Et donc c'est au moment où je conscientise le fait que je suis dans un moment de bien-être que je vis le moment de bonheur, que je peux quelque part le ressentir ou le vivre vraiment entièrement, intégralement. Alors il faudrait donner aussi une définition à bien-être. Alors c'est quoi du coup être dans une posture de bien-être ? Alors le bien-être, toujours en psychologie positive, va être déterminé par 2 éléments. On va dire qu'il a 2 pieds ou 2 jambes. La première, elle est plutôt sensorielle ou émotive, c'est le plaisir. Et puis la deuxième, elle est cognitive, c'est le sens qu'on donne aux choses. Et là, on revient aux définitions ou à la définition de Tal Ben-Shahar, qui est un des précurseurs, on va dire, ou des grands diffuseurs de la psychologie positive au début du millénaire. Pour lui, le bonheur, c'est des moments où on ressent du plaisir, mais qui ont aussi du sens, parce que je peux ressentir du plaisir sans voir le sens à mes actions, et au contraire, je peux avoir du sens à ce que je suis en train de faire sans en éprouver du plaisir. Quand on arrive à cumuler les deux, sens et plaisir, alors on est dans le bien-être. Et quand on prend conscience que ce bien-être est du bien-être, alors on est dans un moment de bonheur. Bien sûr, ça met tout de suite en évidence le fait que ce sont des moments de bonheur, c'est pas un état stable. J'ai envie de dire, nous sommes tous des intermittents du bonheur. Le but du jeu, quelque part, c'est d'avoir de plus en plus de ces moments de conscience de bien-être, et donc, au final, d'avoir une balance qui penche plutôt du côté bien-être que l'inverse. Ça va être intéressant parce qu'on doit rencontrer Tal justement d'ici quelques semaines, donc c'est intéressant d'avoir justement son point de vue sur le bonheur, quoi. Donc ce qui veut dire que conscientiser le bien-être, c'est aussi avoir conscience qu'on existe, être conscience qu'on est dans cette société. Mon point de vue, c'est que j'ai l'impression que la société fait en sorte justement qu'on ne puisse pas conscientiser
et prendre du recul sur nous et faire une introspection personnelle, savoir qu'est-ce que le bien-être pour moi. J'ai vraiment le sentiment, est-ce que toi aussi tu as l'impression que voilà, la société nous conditionne justement à pas trop réfléchir? Peut-être pas. Je suis peut-être un peu moins catégorique sur cette idée-là, parce que mon travail, c'est plutôt d'aller à la rencontre de personnes et de travailler sur des pistes ou sur des outils avec ces personnes. Alors, le parcours de vie qui amène à ne pas conscientiser, à ne pas poser ce type de questions, est-ce que c'est social? Est-ce que c'est d'autres paramètres? Je dois dire que je me suis moins posé la question, je suis moins dans le pourquoi que dans le comment. Quelque part, du moment où le bonheur c'est du bien-être dont on prend conscience, comment est-ce qu'on peut amener soi-même et d'autres personnes à prendre davantage conscience de ceci? Donc j'aurais un petit peu de mal à me positionner par rapport à cet aspect. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le bonheur maintenant, psychologie positive, c'est devenu de plus en plus connu. On va dire, il y a des mouvements qui se créent un petit peu partout. Et si tant est que la société allait à l'encontre, maintenant il y a en tout cas des voix qui se sont élevées pour dire qu'on peut conscientiser. Oui, complètement. Alors du coup, on fait comment? Ah, mais ça, c'est les secrets. Alors là, il faut ouvrir le porte-monnaie. Alors, bon, il y a évidemment beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça, mais la toute première, c'est que le bonheur, ça se trouve pas. Dans ce sens-là, c'est à mes yeux exactement comme l'amour. Certaines personnes pensent que l'amour, ça se trouve. Autrement dit, que quand je trouve le partenaire ou la partenaire idéale, alors je suis dans l'amour. Je ne vois pas les choses comme ça. L'amour, ça se construit. C'est du relationnel et donc il y a quelque chose à faire. Et le bonheur, par analogie, c'est un peu la même chose. De penser que si je gagne à la loterie ou que si je trouve un travail qui me convient parfaitement, ou alors que si je trouve un partenaire amoureux, ou alors que si je résous un problème de santé, je serai heureux, on sait maintenant que c'est pas correct. À savoir que ça ne donne pas le bonheur que l'on croit que ça peut donner. Alors là aussi, je reviens sur la psychologie positive. Nous sommes de très mauvais devins en ce qui concerne le bonheur. La plupart des gens font des erreurs d'anticipation, notamment sur gagner le gros lot à l'euro-million. Beaucoup de personnes pensent que ça les rendrait heureux. Maintenant, on sait que c'est pas le cas puisqu'on a le recul. On a suivi ces grands gagnants et on sait que environ 2 ans après le gain, l'état de bien-être subjectif est moindre que celui avant d'avoir gagné. Ce qui fait que sur les billets d'euro-million, on devrait dire, contrairement à ce que vous pensez, si vous gagnez le premier prix, vous n'allez pas être plus heureux. Un peu comme les messages de prévention sur les paquets de cigarettes. Ouais, c'est pas faux, ouais. Mais quand je dis ça, les gens rigolent un peu. Et pourquoi? Parce que ça, c'est l'optimisme, l'indéfectible optimisme de l'être humain, c'est qu'il se croit différent des autres. Oui, mais moi, si je gagne, je ferai différemment des autres. Du coup, après, on peut rigoler avec ça. Et je pose la question, est-ce que vous pensez que vous conduisez mieux votre voiture quand vous la conduisez que les autres? La plupart des gens disent, je crois conduire mieux que les autres. Ok. Oh, bah, ça, c'est la sonnerie qui dit que j'avais raison. Mon argument était de dire que quand on pose la question, la plupart des gens pensent conduire mieux que les autres, ce qui n'est pas logique. C'est pas possible que la plupart des gens conduisent mieux que les autres. Donc c'est un petit peu la même chose avec gagner à l'euro-million. Oui, mais moi si je gagnais, je ferais de bons placements, je m'arrangerais pour pas perdre mes amis, etc. Ça c'est un optimisme, mais c'est un optimisme qui est basé sur des biais cognitifs. On se rend pas compte que nous faisons partie d'un ensemble et puis qu'il n'y a pas de raison a priori qu'on soit différent des autres. De ce point de vue-là, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Ouais, c'est curieux. Donc ça veut dire que on pourrait considérer qu'on réagirait tous de la même façon. Je ne peux pas dire tous. Je te le rappelle, je suis psychologue, mais pas psychologue littéraire. Moi, je suis psychologue scientifique, c'est ma formation. Et quelque part, le scientifique parle le langage prudent des probabilités. Il ne parle pas un autre langage. Okay. Donc, il va dire que d'après les recherches sur 100 grands gagnants au loto, on a peut-être 90% qui se retrouvent moins heureux 2 ans après le gain. Ça veut dire qu'il y en a 10 qui tirent leur épingle du jeu. Et puis, bien, tant mieux pour eux, alors j'en suis bien heureux.
Mais qu'est-ce qui me dit que moi, je serais différent des autres? Je crois que la prudence m'amène à penser que j'ai toutes les chances d'être comme la majorité et pas l'exception, hein, quelque part. Bien sûr, ouais. Ça m'évite de faire cette erreur. Du coup, je joue pas au loto, hein, sur cette idée-là. Alors, pour le bonheur, c'est la même chose. C'était ça l'argument, hein, nous sommes de mauvais devins en ce qui concerne le bonheur. Alors, certaines études, par exemple, croisent les données du revenu avec le bien-être subjectif. Et en même temps, on demande à d'autres personnes de faire un pronostic. Tiens, une personne qui gagne 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, à quel point elle sera heureuse? C'est un petit peu comme si je me dis « Ah, la fête de Noël prochain, elle sera fantastique parce qu'enfin je verrai toute ma famille, mais le jour où j'y suis, je vis autre chose. » C'est la même chose avec les vacances, hein. Les études qui ont été faites sur quel est le meilleur moment que l'on vit dans le processus de vacances nous disent c'est quand on les planifie, c'est pas quand on y est. Parce que quand je la planifie, je suis là. Dans mon imagination, je peux vivre le bonheur absolu. Dans la réalité, l'hôtel, il a une route à côté, il a une poubelle pas loin, et puis la plage, elle est bondée. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, donc, vrai. Nous sommes de mauvais devins. On a tendance à sous-estimer quelque part le bonheur des faibles revenus et à surestimer le bonheur des hauts revenus. C'est marrant parce que quand je t'écoute, mais j'imagine que tu as développé, on a l'impression que c'est très lié au monde matériel au final, quoi. C'est une dimension. Là, on est dans les mythes du bonheur. Moi, quand je travaille sur le bonheur avec un ensemble de personnes, on commence par dynamiter, on enlève les mythes quelque part. Alors, l'argent fait-il le bonheur? C'est beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît. On ne peut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Et ça dépend déjà le type de revenu que l'on a. Celui qui n'a rien du tout, on lui donne un peu, ça va augmenter son bien-être subjectif de façon tout à fait sensible. Mais la conclusion qu'on peut donner à ces études, c'est l'argent ne fait pas autant le bonheur que l'on croit. L'argent ne fait pas autant le bonheur que l'on croit. C'est une erreur de croyance. D'accord. Qui voudrait dire qu'il faudrait cultiver une forme de spiritualité? Alors, les études, moi je me base sur les études. Mon point de vue personnel me semble pas important par rapport au message que j'essaie de transmettre. Les études qui ont été faites à ce sujet montrent que les gens qui pratiquent une certaine spiritualité ou qui ont une foi, une certaine forme de foi, se disent plus heureux que les autres. Se disent, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils le sont. Les biais cognitifs, de nouveau. Quelque part, certaines personnes se convainquent qu'elles sont plus heureuses qu'elles ne le sont simplement parce qu'elles fréquentent une église, par exemple. C'est pas à moi d'en juger. La seule chose que l'on peut dire, et la question est importante, c'est que le bonheur, c'est comme la douleur, c'est subjectif. Il n'y a aucune mesure objective de bonheur. On peut objectiver sur une échelle de 1 à 10, bien évidemment. Mais au final, on est dans la subjectivité la plus pure. Oui, c'est pour ça que notre sous-titre, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. Ouais. Évidemment. Ouais. Donc du coup, il y a quand même... est-ce qu'on pourrait considérer que nous, en tant qu'êtres humains, on aurait quand même une direction à prendre pour tendre vers beaucoup plus de bonheur? Ah ben évidemment. Oui, d'accord. C'est ça. En fait, je pense que c'est là l'intérêt de la psychologie positive, quelque part. C'est pas c'est pas de faire de nous des bonheurologues. Ça n'a pas d'intérêt. Et du reste, quand j'interviens avec des personnes qui viennent là justement pour chercher des pistes, je leur dis d'avance, vous savez, pas de révolution, je ne vais pas vous dire quelque chose de révolutionnaire. La plupart du temps, vous allez me dire, mais ça, je le savais déjà ou ça, je le pressentais. Du bon sens, quoi. C'est du bon sens, mais il y a une différence. Je vais faire une petite exception à la prudence. La quasi-totalité des personnes qui fument à l'heure actuelle dans les pays industrialisés sont parfaitement conscientes qu'elles se détruisent la santé. Mais elles fument quand même. Donc ça ne sert à rien de savoir. Les pistes pour être plus heureux, la plupart des gens les connaissent déjà. Mais les mettre en pratique, ça c'est autre chose. Alors mon travail, c'est surtout ça, c'est de booster, c'est de dynamiser la motivation pour amener ces personnes à faire certaines choses, les fameuses pistes dont on parlait tout à l'heure, sur lesquelles je vais revenir. Donc c'est une forme de déconditionnement? Je ne sais pas si c'est du déconditionnement que de la concrétisation. Pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aller dans le concret. C'est faire quelque chose. Et là, sans doute que la psychologie, mea culpa, la psychologie n'a pas rendu un grand service parce qu'elle a psychologisé la société. Autrement dit, il faut réfléchir, il faut penser, il faut remonter dans son enfance, il faut aller voir les traumatismes. Mais être conscient de ces problèmes, ça n'a jamais résolu un problème, contrairement à ce que certaines personnes disent. C'est peut-être la première étape, mais que la première.
Donc, mon objectif, c'est surtout d'amener les personnes à faire la deuxième étape, c'est-à-dire, ok, j'ai pris conscience de quelque chose, mais maintenant, est-ce que ça va rester lettre morte ou au contraire, est-ce que ça va aller de l'avant et je vais aller dans le sens d'une réalisation? Ouais, est-ce que je passe à l'action, quoi? Est-ce que je passe à l'action? Donc ça veut dire que tu leur donnes des outils, alors? Tout à fait, des outils de bonheur. Ah, super. Alors, donne-nous des outils. Donc, la prise de conscience, c'est la suivante. Le bonheur, ça se construit, ça se trouve pas. Donc, c'est pas un coup de bol. Quelque part, c'est le résultat d'un processus, d'une prise de conscience traduite après en acte. Ça, c'est déjà une chose importante. Hein. Nous sommes, quelque part, partie prenante de notre bonheur. Alors maintenant, comment? Alors pour ça, encore un petit détour par la théorie, quel est l'ennemi du bonheur? Alors les gens vont dire le malheur, peu importe. Hein. Quel est l'ennemi du bonheur? Et je crois que l'ennemi numéro 1 du bonheur, c'est l'oubli. C'est pas l'oubli dans le sens d'une dégénération, d'une dégénérescence cérébrale, la maladie d'Alzheimer, c'est pas ça. Hein. C'est d'oublier à quel point on peut être heureux si on en prend conscience. Mais comme on n'en prend pas conscience, on oublie de prendre conscience et donc on perd ça. Parce qu'il faut bien se dire que le bonheur n'existe pas dans le monde. Les événements existent dans le monde. Dans le monde, ça arrive, c'est tout. Notre cerveau, c'est une machine extraordinaire qui arrive à sécréter du bonheur, qui arrive à donner une plus-value à certains événements. Du reste, certains événements sont jugés comme heureux, mais ne se traduisent pas par du bonheur par les personnes qui les vivent, et l'inverse. Hein. Donc on voit bien que c'est une plus-value, c'est quelque chose que nous apportons au monde, et qui est subjectif par rapport à nous-mêmes. Alors, l'ennemi numéro 1 du bonheur, en psychologie positive, il porte le nom d'adaptation hédonique ou hédoniste. Adaptation hédonique, notre cerveau s'adapte à énormément de choses. Exemple, si maintenant il y a du bruit, et je suppose que si je me tais suffisamment, on entendra le tic-tac de l'horloge. Plus d'autres bruits. Mais si je recommence à parler, les gens qui m'écoutent vont se focaliser sur ma voix et leur cerveau va oublier ceci. Alors, c'est merveilleux. Si j'ai des lunettes sur le nez, j'oublie que je les porte. Si j'ai une montre bracelet, j'oublie que j'ai du poids au poignet, etc. Mais si je vis des choses agréables, au bout d'un moment, elles sont tellement communes, habituelles, que j'oublie qu'elles sont agréables. Donc l'idée, c'est de se rappeler de ces moments agréables. C'est de se rappeler. C'est donc de combattre, bon, le terme est un peu martial, c'est de combattre l'adaptation hédonique. Donc c'est un peu cultiver son optimisme, quelque part. C'est cultiver son optimisme, oui. À part que l'optimisme, c'est encore... je dirais une définition différente, ça a à voir avec une vision du monde. Là, on est plutôt dans la psychologie positive, dans l'appréciation des choses. C'est-à-dire prendre conscience que je vis des privilèges alors que j'en vis. D'accord. Parce que le grand truc, c'est ça. Si on regarde les personnes qui, par exemple, ont un accident ou une maladie, par exemple, perte de mobilité, je me retrouve en chaise roulante ou avec un membre qui ne fonctionne plus, j'aurais tendance à me dire, mais quelle chance j'avais avant, et je ne me rendais pas compte, quelle chance ça d'avoir 2 jambes valides, d'avoir une main valide, maintenant que j'ai perdu ça, qu'est-ce que c'est difficile. Mais les gens à qui il n'est pas arrivé d'accident, ils ne disent pas, ils ont oublié, ils se lèvent le matin, puis au lieu de se dire quelle chance, j'ai 2 jambes valides, ils se disent oh zut, je dois prendre la voiture, il y aura des embouteillages, il y a mon patron qui va me faire des misères, il y a ci, il y a ci, il y a ça. C'est ça le problème. Si à ce moment-là, j'avais la lucidité déjà de me rappeler que je suis en bonne santé, que je suis valide, que j'ai un toit, que j'ai quelques sous, eh ben, c'est le bonheur, ça, non? Ouais, ne serait-ce que de respirer, quoi. Ne serait-ce que de respirer et d'être vivant. C'est vrai. Alors, c'est marrant parce que sur mon parcours, c'était en Corse, là, il y a quelques mois, j'ai rencontré justement 2 personnes qui ont eu des accidents. Un qui a plus de jambe droite et un monsieur qui n'a plus de bras. Et donc, les 2 m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit que s'ils n'avaient pas eu cet accident, ils sont persuadés que ce ne seraient pas les personnes qui sont devenues aujourd'hui. Eh oui. C'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui rebondissent, on parle de résilience, mais de rebondir face à des drames comme ceci, et qui permettent de relativiser certaines valeurs, certains modes de fonctionnement, comme les personnes qui font des morts cliniques ou ce genre de... Voilà, on a un peu plus de documentation aussi par rapport à ça. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de prendre conscience. Voilà, c'est des personnes qui prennent conscience. Mais il a fallu quelque part vivre une expérience un peu douloureuse pour arriver à ça. La psychologie positive, elle nous propose la prise de conscience sans passer par la case drame. Justement, c'est ce que je extraordinaire. disais. On ne peut pas recommander d'avoir un accident, quoi. C'est pas possible.
Non, on ne va pas recommander d'avoir un accident, mais par contre, recommander de prendre conscience de quelque chose, ça, c'est plutôt une piste qu'on va suivre. Alors comment tu fais pour prendre conscience de quelque chose? Alors là, on est dans les autoroutes du bonheur. En psychologie positive, il y a beaucoup de pistes qui ont été dégagées, mais on va dire les 3 principales que j'appelle les autoroutes du bonheur, avec la première, à tout seigneur, tout honneur, c'est l'esprit de gratitude. Alors c'est la reconnaissance. Alors dans les expériences, on va dire, plus rigoureuses, ça consiste par exemple à tenir un journal de gratitude. Par exemple, 2 fois par semaine, le soir, avant de me coucher, je vais relever 3 éléments pour lesquels j'aimerais exprimer de la reconnaissance envers Dieu, envers le monde, envers quelqu'un, peu importe. Est-ce que ça se rapproche de ce que disait Florence Servan-Schreiber, les 3 kiffs par jour? Je ne suis pas sûr que ça se réduit à ça. Il me semble que les kiffs, c'est un peu plus que ça. D'accord. Alors, bon, 3 kiffs par jour, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que 3 kiffs par jour chaque jour fait qu'au bout d'1 mois, je me rends même plus compte des kiffs. Ah oui, d'accord. Okay. C'est l'adaptation hédonique, quelque part. À moins d'être très créatif puis d'avoir toujours d'autres kiffs. C'est là le truc. Le bonheur, le cerveau, il fonctionne d'une certaine façon. Prenons un exemple directement problématique, la toxicodépendance. La personne qui est toxicodépendante, que ce soit de l'alcool, que ce soit d'autres substances, à mesure qu'elle consomme, elle se rend compte qu'il y a moins d'effets. Son cerveau s'est adapté. Donc il faut plus pour avoir le même effet. On parle d'accoutumance. Même chose avec le bonheur. Si je me tape mes 3 kiffs par jour, au bout d'un moment, ça ne fait plus l'effet. C'est pour ça que Sonia Lubomirski, qui elle a mis au point l'exercice de gratitude, c'est une scientifique. Donc elle ne se dit pas « Waouh, j'ai trouvé la poule aux odeurs, génial, on va faire ça tous les jours ». Elle teste. Ok, certains sujets vont faire 2 fois par semaine, d'autres 3 fois, certains vont faire tous les jours. Et elle regarde les résultats, et là on remarquait que l'optimal c'était 2 fois par semaine. Plus, les gens s'habituaient et ça ne faisait plus l'effet. Ouais, ça se rapproche d'ailleurs de ceux qui prient aussi régulièrement. Ouais, parce que quelque part ils remercient aussi, ils sont dans la gratitude. La bénédicité, l'action de grâce, c'est comme si on redécouvrait, c'est là où je dis que c'est pas la révolution, hein, on redécouvre ce que certaines personnes faisaient à l'époque. Prenons le repas, bénédicité. C'est quand même tout différent si, alors que je reçois un repas ou que je prépare un repas, je suis reconnaissant d'avoir de la nourriture en abondance, d'avoir le choix de nourriture, plutôt que de me dire « Oh zut, j'ai que 5 minutes pour manger » ou que 10 minutes, ou pire encore, de me dire « Ah, je suis en train de me détruire la santé avec cette nourriture qui est vraiment pas bonne ». On peut très bien aller manger dans un fast-food, je ne vais pas faire de publicité pour une chaîne ou pour une autre, et au lieu de se dire que c'est de la cochonnerie et que je me détruis la santé, je peux aussi remercier à des gens qui ont travaillé dur pour arriver à fabriquer cet aliment, hein, quelque part. Et je pense qu'il y a bien des gens sur cette planète qui cracheraient absolument pas dans la soupe, pour utiliser cette expression, et qui se contenteraient mieux que ça, avec un énorme sourire de cette nourriture. C'est évident, ouais. Donc ça veut dire on pourrait dire que la première étape, ce serait la gratitude? La gratitude. Sur l'autoroute? Ouais, la gratitude. C'est pas aussi trivial que ça. Quand je le dis, tout le monde dit oui, bien sûr. Ça paraît évident. Et puis après, je la regarde dans les yeux, puis je dis, vous pourriez me donner 3 éléments ici, maintenant, pour lesquels vous aimeriez exprimer de la gratitude? Le premier, ça va. Oui. Le deuxième est plus difficile. Le troisième, habituellement, il faut le chercher loin. Okay. Alors les gens oublient. Moi, je porte des lunettes, j'en ai pas ici pour la beauté de la scène. Mais quand je les mets, j'ai quand même une pensée avec beaucoup de gratitude pour tous les gars qui ont œuvré à faire des lunettes. Parce qu'autrement, je ne pourrais pas conduire de voiture, et puis je ne pourrais pas faire le métier que je fais, je ne verrais pas le fond de la salle. C'est extraordinaire quand même. J'en parlais à un ami qui m'a dit, alors moi je suis très très reconnaissant de la personne qui m'a opéré des yeux. J'avais aussi des lunettes, mais j'en ai plus maintenant. Alors, c'est une petite chose. Christophe André parle de la douche chaude et de la démocratie. C'est un peu les 2 archétypes qui sont sortis. On ne se rend pas compte qu'on vit dans un pays, mine de rien, qui est stable, dans lequel il fait bon vivre. Il y a tellement de pays en crise à l'heure actuelle où des dictateurs tiennent votre santé comme ça, votre santé, votre survie même. On vit quelque chose d'extraordinaire, on ne s'en rend même pas compte. On râle. La douche chaude. Alors, ça m'arrive de faire du camping, ne serait-ce que pour ça.
quel plaisir quand on rentre chez soi et puis qu'on a l'eau chaude à profusion. Parce que parfois au camping, ben voilà, il y a d'autres personnes qui sont passées avant nous et puis il n'y en a plus de l'eau chaude. Ou bien que la nuit, on peut se lever et on fait 3 pas pour aller au petit coin, alors qu'au camping, on sort la lampe de poche et puis on va dans le froid et puis voilà. Hein. On ne se rend pas compte. Alors la gratitude, c'est ça aussi. C'est peut-être mettre le réveil 3 secondes ou 30 secondes avant l'heure à laquelle on doit se lever, puis reste un petit moment en se disant mais quelle chance j'ai d'être dans un lit avec une couette à bonne température, avec un toit sur moi qui me permet de dormir en sécurité. Quand on a on va dire ce réflexe de revenir sur les choses extraordinaires qui nous sont données, quelque part, même si on doit travailler pour se les offrir ou faire tourner le système quelque part, moi je crois que ça vaut le coup. On est proche de la pleine conscience. Alors on est super proche de la pleine conscience, bien évidemment. Alors dans les pistes, on peut la mettre ici, mais on est interconnecté quoi qu'il en soit. Moi, je la mettrais plutôt sur la 2e autoroute, qui est les petits plaisirs de la vie. Jouir des petits plaisirs de la vie ou apprécier les petits plaisirs. Le bonheur, c'est pas gagner à l'euro-million. Le bonheur, c'est pas de devenir papa ou maman. Le bonheur, c'est pas de se marier. Ça, c'est des instants de joie, mais l'adaptation hédonique fait que, comme tout le monde, quelques années après, on voit les choses différemment. Je peux m'offrir une nouvelle voiture, c'est merveilleux. Le premier jour, je vais la chercher chez le garagiste, je vois ça sent le neuf. Je peux la regarder pendant des minutes et puis peser sur tous les boutons. Mais 2 semaines plus tard, qu'est-ce qui se passe? J'entre dans ma voiture, je vois même pas la nouvelle voiture. Je me dis, je suis déjà en retard, il y aura un embouteillage, c'est pas possible, il n'y a pas de place de parc là où je veux aller. C'est perdu. L'adaptation hédonique a fait son travail. Alors, la pleine conscience, les petits plaisirs de la vie, c'est ça le bonheur. Il se trouve dans les petits plaisirs. C'est Philippe Delerme qui avait écrit un livre à ce sujet, à la première gorgée de bière. C'est ça, en définitive. Prenons le café, le petit café après le repas. C'est typique d'un aliment plaisir. Alors, certaines personnes, c'est pour le petit coup de fouet de la caféine. Néanmoins, on va dire que pour la plupart des gens, c'est le petit plaisir. Et qui apporte rien en termes diététiques, mais en termes de plaisir, oui, ça apporte quelque chose. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent leur café, en même temps, la grande mode, c'est le smartphone, la télévision ici, le journal, puis je parle encore à la personne qui est en face. Mon café, j'en ai pas pris conscience. Le bonheur, c'est du bien-être dont on prend conscience. J'ai pas pris conscience du plaisir, ou bien j'ai pris 10% de conscience, c'est raté. Donc c'est vraiment totalement avec son café. Totalement, ou en tout cas mettre le plus d'attention possible. Alors, tu parlais de pleine conscience, pour moi, la plaisanterie maintenant, elle est assez claire. La pleine conscience au XXIe siècle, c'est tout facile. Alors, je le décline de différentes façons. C'est le Bouddha qui disait ça, mais je rajoute un petit peu parce qu'on est au XXIe siècle. Quand je mange, et je consulte pas mon smartphone. Quand je conduis, et je consulte pas mon smartphone. Quand je discute avec un ami, je discute avec un ami, et je consulte pas mon smartphone. Quand je regarde la télévision, et je consulte pas mon smartphone. Là, on a déjà fait pas mal pour la pleine conscience. Ça, c'est la boutade. Mais il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux quand on est dans un transport en commun, dans une ville, pour voir que les gens sont plus du tout dans la pleine conscience, ou la conscience tout court. Ils sont connectés au réseau et déconnectés d'eux-mêmes. Alors la pleine conscience, c'est la connexion à soi-même, effectivement. Je vis ce que je vis quand je le vis. Alors bien sûr, après, il y a tout le pôle des pensées, parce que notre cerveau, c'est le champion pour nous amener ailleurs. C'est-à-dire que dans le présent, je suis en train de manger, mais mon cerveau, il est déjà en train d'anticiper ce qu'il y aura après, ou bien alors d'être dans le passé en train de se faire 1000 réflexions par rapport à ce qui a déjà eu lieu. C'est clair. Quand je t'écoute, je pense justement à la population, à ce que je vois aussi, à ce que j'ai pu vivre aussi en amont. Et je suis convaincu que c'est difficile quand même pour les gens de s'extraire de ça, parce que malgré tout, on est dans une société de consommation qui tourne autour de l'argent, et donc du coup les smartphones sont arrivés aussi pas pour rien, et donc du coup on se fait tous un peu avoir aussi par ce système, et on peut vite être pris justement dans le système. Et moi j'ai eu la chance de découvrir la méditation, et la médite justement a vraiment permis de m'extraire de ça et de revenir beaucoup plus en conscience avec moi-même. Ok, je reviens sur la méditation. Il y a de nouveau cet aspect social ou sociétal. Là aussi, pour moi, il y a quelque chose qui mérite une petite réflexion. Parce que la société, je ne crois pas que c'est les autres. Je crois que c'est moi aussi. Donc je me pose la question, mon mouvement de conscientisation, c'est pas les autres, les marchands de smartphones, les opérateurs téléphoniques et la société de consommation.
La société de consommation, c'est moi. Qu'est-ce que j'en fais? C'est moi aussi. Donc, je regarde ce qui se passe. Je suis papa d'un enfant. Et combien de fois, après une journée pénible de boulot, j'ai qu'une envie, c'est m'asseoir dans le canapé, un quart d'heure, je ne demande pas grand-chose, un quart d'heure, tranquille. Ouais, mais le petit, c'est pas ça qu'il vivait, lui. Il me saute dessus, et il me sollicite, et ceci, et cela. Et puis là, c'est tellement facile de dire, tiens, joue un petit moment sur la tablette. Moi, je crois qu'il y a autant de jeunes qui consomment du réseau social ou des réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est aussi agréable pour les parents d'être un peu tranquilles, donc on les a un petit peu poussés. Je ne suis pas très sûr que quelque part c'est la cause de la difficulté. Je verrais ça aussi un petit peu comme un cercle vicieux où on les a poussés un peu vers l'utilisation de ces éléments. Alors, de nouveau, plutôt que de me dire la société de consommation, moi j'essaie de me dire, et moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais? Moi personnellement, je n'ai pas de smartphone, tout simplement parce que je n'ai surtout pas envie que mes mails, je puisse les lire à tout moment. Ça ne m'intéresse pas. J'ai un moment où je suis à mon bureau, où je regarde mes mails, j'y réponds, mais je n'ai pas besoin d'avoir ça en permanence. Oui, parce qu'on s'en passait très bien à l'époque, quoi. On s'en passait très bien et on s'en passe aussi très bien. Ah oui, c'est vrai. Ça vient à se poser la question c'est très dépendant de nos choix au final, quoi. C'est un peu comme la télé. On peut dire que la télé, c'est un instrument qui peut être assez néfaste parce qu'anxiogène, mais au final, ça dépend de ton utilisation. Oh, je viens de regarder une émission sur Arte. Allez, je fais de la pub, mais ça aurait pu être sur n'importe quelle chaîne. Extraordinaire. J'ai enregistré et je vais l'utiliser dans les cours que je donne aux jeunes. Je suis enseignant, je suis professeur, mais c'est du pain béni. Jamais je pourrais moi-même fabriquer une émission avec cette qualité-là, avec l'interview de personnes vraiment tout à fait adéquates et spécialistes de leur domaine. Les gens qui disent qu'il n'y a plus que de l'imbécilité à la télévision, moi je me pose la question de ce qu'ils regardent à la télévision. Autrement dit, quand ils zappent leurs doigts, ils vont sur quel poste? Voilà, c'est l'utilisation que l'on fait. Ouais. Est-ce que ça ne serait pas aussi... on parle de gratitude, de pleine conscience, de méditation. Ouais. Moi, derrière tout ça, j'entends simplicité. Aussi, c'est vrai que c'est à la mode, simplicité. Je veux bien, mais si quelqu'un a un esprit qui aime la complexité, ça me va aussi, quelque part, si j'ai conscience de ma complexité. Moi, c'est plutôt le terme conscience. Par contre, si simplicité va dans le sens de rythme et de diminuer le rythme, ça fait plus de sens encore à mes yeux. Parce que c'est ça, on a maintenant l'idée qu'il faut aller vite, alors qu'on peut prendre le temps. L'histoire du smartphone, si on y réfléchit, c'est en fait une activité que l'on fait en parallèle d'une autre. On fait deux choses à la fois, pour aller plus vite. Combien de personnes conduisent un véhicule en téléphonant, ce qui est parfaitement illégal et très dangereux. Mais si on y réfléchit, pourquoi elles n'attendent pas d'être à l'arrêt? Pour gagner du temps. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est dépendant de nos choix, je suis d'accord, mais il y a quand même quelque chose qui me fait dire que c'est compliqué de s'extraire de ça. Certainement, parce qu'on est dans le mainstream, on est dans le courant. Ouais. Mm-hmm. Et est-ce que tu penses que pour ça, il y a des outils? Pour sortir du mainstream? Ouais. La conscience. La conscience. Ouais. Alors la conscience, il faut avoir conscience qu'à un moment donné, il faut que tu sortes du mainstream. Ou simplement conscience de ce que l'on fait quand on le fait. Après, ça amène quelque part à ce recul par rapport aux choses. Alors moi, je pense que j'ai une solution. Alors, ça va bien? Ouais. Alors, on inverse les rôles. Alors, Julien, quelle est la solution? Je crois avoir une solution. Nous, on est en train de créer une école pour les enfants. Ouais. Une école alternative. Ouais. Qui s'appelle l'école de la vie. Ouais. Pourquoi? Parce que je constate que tout part de l'éducation. Ouais. Et là, on parle de déconditionnement, on parle de société, etc. Je me dis que si on s'y prend à la base, a priori, on résout quand même une partie de l'équation. Une partie seulement. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pour. Je suis pour, mais à nouveau, je crois qu'il y a de la prudence à avoir. À l'époque, j'ai commencé mon travail comme formateur pour les adultes dans le domaine de la communication interpersonnelle. Et puis, c'est pas très compliqué, mais les personnes qui étaient là, la plupart ont dit, mais bon Dieu, pourquoi j'ai dû attendre 30, 40, 50, 60 ans de ma vie pour entendre ça? J'aurais dû l'entendre à l'école, on aurait dû me l'enseigner à l'école quand même, c'est pas compliqué. Du coup, je me suis dit, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et j'ai été frappé au port des directeurs d'école, puisque c'est mon travail.
Et puis, j'ai eu certaines ouvertures. On m'a dit, mais oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, faites-le avec des jeunes. Ben, vous savez quoi, ça n'a pas eu de succès. Alors, est-ce que j'étais peut-être pas dans le ton adéquat pour les jeunes? Mais je travaille avec des adolescents, et puis je l'ai appris à mes dépens, mais les ados, quand on leur dit quelque chose, ça vient d'un adulte. Quand bien même c'est une bonne parole. Donc, ça n'a pas fait l'effet escompté. Ceci pour l'école. Au moment de l'adolescence, beaucoup de jeunes doivent faire leurs expériences par eux-mêmes. Donc, si on leur donne les meilleurs outils et les plus belles choses, ils vont faire leur expérience en résistant à ça, quelque part. Là, tu parles de l'adolescence. Moi, je parle de commencer dès la maternelle. Hein. Ouais. Bon, quelque part, oui. On peut se référer aussi à d'autres mouvements pédagogiques, hein, les écoles Montessori, par exemple, ou celle de Rudolf Steiner. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui montrent qu'on peut diriger un petit peu dans le sens qui nous intéresse. Et tu penses que donc on résoudrait qu'une partie de l'équation? Ouais. Et donc, qu'est-ce qui manquerait là? C'est pas ce qui manque, c'est ce qu'il y a en plus, et heureusement que ça l'est. C'est le libre arbitre. Okay. C'est que même si je suis formaté dans un sens différent que le mainstream, j'ai toujours mon libre arbitre, et heureusement. Oui, heureusement, évidemment. Ouais. Mais pour certaines personnes ont envie d'être malheureuses. C'est fun d'être malheureux, c'est super fun d'être malheureux. Je ne suis pas convaincu. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais si on y réfléchit, je suis dans la rue, je rencontre un ami. Hey, salut, comment ça va? Super, et toi? Ah, super. Hey, il faut qu'un de ces quatre, on aille boire un verre. Voilà l'interaction habituelle. Scénario B. Hey, salut, comment ça va? Oh, écoute, ça va pas bien. Cling! Arrêt sur image. Ah, qu'est-ce qui arrive? Oh, tu sais, ma femme est en train de me quitter. Oh, je suis en train de perdre mon boulot. Oh, dis donc, attends, viens, on va boire un café, tu me racontes tout ça. Génial, j'ai pu augmenter l'interaction quelque part, puis j'ai quelqu'un qui va m'écouter. Regardez dans les maisons pour personnes âgées. Les plaintes. Alors, il y a un bénéfice secondaire, c'est ça que je veux dire par là. Ce qui est très intéressant derrière cette affaire-là, c'est que, je vais le dire avec une petite formule, les gens heureux n'ont pas d'histoire. À l'époque, on a essayé de faire de la télé-réalité. Il y a plusieurs émissions qui ont vu le jour, et pourtant qui sont passées sur les chaînes nationales en France, sur le bonheur. Au lieu de faire une télé-réalité sur les gens qui ont plein de malheurs, on a fait sur le bonheur. Ben, vous savez quoi? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à raconter. Et les gens aiment les histoires. S'il m'arrive un gros malheur, je peux raconter. Ça a une histoire, ça a un début, ça a un déroulement, ça a une fin, ça captive l'attention, c'est le conte et l'histoire qu'on raconte aux enfants. Par contre, si je dis « tout va bien dans ma vie, puis avec votre femme », ah, c'est fun, ça va bien, on s'aime. Puis vos enfants, oh ben écoutez, ils réussissent bien à l'école. Puis avec vos voisins, ah, si vous saviez la chance que j'ai, on salue, on fait des barbecues. Il n'y a personne qui a envie d'entendre ça. Donc, vous voyez, il y a je suis à peine ironique quand je dis ça. Bien évidemment que la plupart des gens aimeraient plus de bonheur, aimeraient aller vers le bonheur. Mais d'un autre côté, il y a un avantage à ne pas être trop heureux. Ouais, un bénéfice secondaire, comme on dit. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, gratitude, pleine conscience. Petit plaisir de la vie. C'est plus que pleine conscience. Okay. C'est pleine conscience des petits plaisirs de la vie. La méditation est un outil au service de la pleine conscience. C'est pour s'entraîner quelque part. Mais ici, l'idée, c'est pas c'est comme dans le bouddhisme, d'arriver à quelque chose en termes d'évolution spirituelle. C'est plutôt d'arriver à grappiller des moments de conscience dans la vie de tous les jours. Boire le café, aller promener son chien dans la forêt, aller à la piscine, s'offrir un cinéma, etc., etc. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième piste, autoroute. La troisième autoroute, c'est la générosité. On a remarqué que les gens qui donnaient davantage se disaient davantage heureux. Pourquoi? Ça paraît assez logique. Quand je donne, ça me renvoie l'idée que j'ai, que je suis dans l'abondance, que je donne du temps, que je donne des compétences en aidant quelqu'un, que je donne de l'argent, peu importe, que je donne un sourire. Pour donner un sourire, ça veut dire que j'ai au moins, à ce moment-là, un peu de tranquillité et de paix dans la tête. Autrement, j'ai plutôt le sourire inverse. Oui, certains disent que la meilleure preuve d'amour, c'est de donner de son temps, justement. Oui, je suis pas aussi... Donnez-moi, je suis un peu nuancé. Si l'amour doit se prouver, la meilleure preuve d'amour. Preuve, ok, manifestation, je préfère.
D'accord, ouais, donc Je suis nuancé sur le vocabulaire. Et la générosité, c'est proche de l'amour ou c'est encore différent? La générosité, c'est un des éléments de ce qu'on appelle amour. Mais l'amour, c'est composite. Alors, on trouve quoi? On trouve la sollicitude dans l'amour, hein, vouloir le bien de l'autre personne, lui offrir la meilleure part de nous-mêmes, l'aider à progresser. Tout ça, c'est l'amour. On ne parle même pas du désir, si on parle d'un amour physique. C'est quoi? C'est une forme d'amour inconditionnel? Il y a encore pas longtemps, j'aurais dit oui, et puis après avoir lu Barbara Fredrickson dans son magnifique livre qui s'appelle Love 2.0, elle dit amour inconditionnel. Non, l'amour c'est quoi? C'est une émotion. Les émotions ça dure pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est multiplier les moments d'amour, les émotions d'amour, hein, qui vont. Et c'est très proche de cette vision du bonheur où on accumule, enfin pas dans le sens matérialiste, on va essayer de mettre de plus en plus de ces moments de bien-être dont on prend conscience dans notre vie. C'est intéressant. Moi, quand j'entends générosité aussi, j'entends capacité à mettre notre excellence pour un bien commun. Ouais, c'est ça. Belle définition. Merci. Moi, je suis plus dans le concret. Quand je conduis ma voiture, comment je peux la conduire avec générosité? Ah voilà, j'ai trouvé. Les ronds-points, ou les giratoires, comme on dit chez nous. C'est un truc fantastique. Ça fluidifie la circulation. Sauf que, chez nous en Suisse, ils sont plutôt petits. Donc, ce qu'on voit, c'est que les gens se mettent pare-choc contre pare-choc, et puis on passe, et puis les gens sont bloqués. Moi, j'habite près d'un giratoire qui est sur une route cantonale, donc principale. Alors parfois, je peux attendre 5 minutes. La générosité, c'est quoi? C'est « Oh, quelqu'un aimerait rentrer dans la circulation, je m'arrête volontairement, ça me prend 5 secondes. J'arrive 5 secondes plus tard chez moi, hein, mais toute la circulation est plus fluide. » L'acte de générosité qui me semble, comment dire ça? Ça, c'est une petite perle. C'est une personne qui disait moi, je me promène toujours avec de la monnaie dans les poches, et puis quand je marche en ville, je regarde les horodateurs, ou les parcomètres, comme on disait à l'époque. Puis quand j'en vois un qui a dépassé la limite, puis qu'il risque une contravention, clac, je lui mets une pièce. Ça, c'est beau, parce que jamais personne n'en saura rien. C'est clair. Oui. Et c'est un petit acte qui coûte quoi? Qui coûte 50 centimes. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai qu'il y a une pub aussi très intéressante là-dessus où j'essaie de faire court. En gros, tu vois quelqu'un qui marche sur une place à Lille précisément. Il dépose un sac par terre à côté d'une poubelle. Il le filme. Enfin, il filme la scène sur la place. Personne s'arrête pour récupérer le sac qui est par terre et pour le mettre dans la poubelle qui est juste à côté. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui s'arrête, qui le prend et qui le met dans la poubelle. Et là, tout le monde arrive. Grosse fête, on lui donne un bouquet de fleurs, on lui dit félicitations, c'est génial ce que tu viens de faire, etc. Puis ça se termine en disant et vous, qu'est-ce que vous faites pour votre ville, quoi. Ouais. Et ça, c'est un acte généreux, quoi, quelque part. Parce que ça prend en considération aussi le bien commun. C'est pas que pour lui qu'il le fait, quoi. Il le fait aussi pour les autres. Et donc, ta définition, j'y souscris, hein, c'est l'excellence que je peux mettre à contribution pour le bon fonctionnement du monde. Je le dis certainement moins bien que toi. Puis moi, je me dis, sans aller dans l'excellence, si par exemple je descends les poubelles au container, au bas de l'immeuble, alors que ma femme me l'a demandé, et que je le fais avec le sourire, c'est pas mon excellence à ce moment-là, mais c'est de la générosité. Ah ouais, tout à fait. Et moi je crois à ces petits gestes-là, je crois au concret, au quotidien, et aux petites choses. C'est évident, chacun à notre niveau, on peut intervenir là-dessus et inspirer les autres autour de nous, quoi. Gandhi le disait très bien, sur le changement que tu veux voir dans le monde, c'est ce qui, ouais, il faut s'inspirer de ce qu'il dit, quoi, clairement, quoi. Et tu penses qu'il y aurait d'autres choses? Il y aurait une 4e autoroute? Alors là, on est sur les autoroutes, mais après, il y a les chemins de traverse, bien sûr, il y a les routes départementales, après on a etc. Hein. D'accord, ouais. Donc, effectivement, on a remarqué plusieurs choses. On a remarqué notamment que les personnes qui prenaient soin d'elles-mêmes au niveau de leur corps, au niveau de leur machine biologique, on va le dire comme ça, se disaient aussi plus heureuses. Autrement dit, soin de l'alimentation, soin de la forme physique, de l'apparence aussi. Sommeil, donc tout ce qui est recommandation en termes de santé au global.
Donc là, il y a une corrélation, effectivement. Donc, si le corps marche bien, hein, s'il est en bonne forme, quelque part, on aura plus de facilité à prendre conscience de ces moments de bien-être. Et plus de bien-être tout court. Hein. On imagine que si on est tout raplapla, tout fatigué ou tout malade, ça va être un petit peu plus difficile. D'accord. Donc ça, mais voilà, pour le moment, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. C'est devenu un sujet sociétal, hein, manger, bouger, etc. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi un chemin à prendre. Il y en a un autre qui consiste à se fixer des objectifs. On a remarqué que les gens qui ont des objectifs se disent aussi plus heureux que les autres. Objectif sur court terme, moyen terme, long terme, peu importe. C'est égal. L'important, c'est que ce soit un objectif autotélique, comme dit Mihaly Csikszentmihalyi, c'est-à-dire qu'il soit fixé par soi-même. Okay. Peu importe l'objectif, ça peut être demain, je suis timide, je vais essayer de parler avec quelqu'un, par exemple. Par exemple, ouais. Okay. Bon, il y a quand même quelque chose qu'on peut préciser par rapport à ça. Tout objectif dont la réalisation ne pourrait pas entrer dans un CV me semble particulièrement intéressant. Okay. Parce que de nouveau, ça c'est toi qui l'as dit, nous sommes dans une société de consommation, commerce, troc. Ah, ok, je vais apprendre une langue, comme ça j'aurai un avantage, comme ça j'ai un atout. Hein, comme ça je pourrais mieux me vendre sur le marché du travail. Moi j'aime bien les objectifs qui ne vendent pas. Bon, je le dis comme ça, j'ai un ami dont la fille, à un moment donné, s'est intéressée à une école de cirque, et puis elle faisait ça comme loisir, et puis elle est tombée un petit peu en amour, comme disent nos amis québécois, du monocycle. Elle voulait faire du monocycle. Alors il a été au magasin de cycle, et puis il a loué un monocycle, et qu'est-ce qu'il a vu? Un monocycle pour adultes. Il a réfléchi, puis il l'a pris. Puis il a dit, voilà, ma fille, elle va faire... Moi, mon objectif, c'est de faire le tour du pâté de maison sans me casser la figure. Jamais il pourra mettre ça dans son CV. Mais d'une part, il avait un objectif, d'une autre part, il a passé un bon moment avec sa fille, un moment de complicité. Là, ça, c'est se fixer des objectifs. Combien on a de personnes qui disent « Oh, moi, je ne sais pas chanter ». Les cours de chant, ça existe quand même. Je ne sais pas danser dans les mariages. Une personne dit « Oh, non, je ne peux pas aller danser, je ne sais pas danser ». Et quoi? Ça existe, les cours de danse. Ça voudrait dire qu'il faudrait se challenger? Oui, très clairement. Se challenger. Pourquoi? Si on prend le moment de la retraite, alors maintenant on a quand même pas mal de recul, hein, parce qu'on a de plus en plus de ces retraités qui sont en bonne forme, encore avec des moyens financiers, même entre 65 et 75, c'est le moment le plus heureux de la vie, hein, d'après les études en psychologie positive. Pas mal de liberté et puis des moyens, justement. Bon, les personnes qui n'ont pas de projet, habituellement, la retraite, c'est un petit peu difficile. Mais celles qui ont des projets, hein, qui continuent à être actives, que ce soit à travers le bénévolat, la générosité, mais que ce soit à travers tout un ensemble d'autres activités, alors ça va beaucoup mieux, effectivement. Alors, quand on parle, je reviens sur le challenge, se challenger, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi? C'est sortir de sa zone de confort? Ouais, alors j'ai cité Csikszentmihalyi, qui en fait parle d'expérience optimale ou de flux. Hein, le flow, hein, c'est cette notion-là, que l'expérience optimale, c'est justement l'équilibre, on va dire, parfait ou adéquat entre le degré de difficulté d'une tâche et mon niveau de compétence. Je donne un exemple sportif. Si je joue au tennis, je fais partie d'un club, je m'entraîne régulièrement, j'ai un certain niveau. Si mon neveu m'appelle pour dire « Hey tonton, tu viens faire une partie avec moi », je peux bien accepter pour lui faire plaisir. Mais il est débutant. Donc, je m'embête, je m'ennuie très clairement et mon cerveau peut vaquer à 1000 occupations pendant ce temps que je renvoie ses balles. Si Roger Federer, compatriote à moi, m'invite pour taper quelques balles, je vais être tellement honoré que je vais dire oui, mais je vais être dans un stress comme ça parce que je sais que je vais me faire massacrer, tellement il est plus fort que moi. Donc là, je suis dans le stress. Donc on voit très bien, hein, si mes compétences sont beaucoup trop hautes par rapport à la tâche, petit neveu, hein, alors je m'ennuie. Si mes compétences sont trop faibles par rapport à la tâche demandée, à l'exigence de la tâche, stress. Puis quand je suis exactement sur l'équilibre, je suis dans le flux. Alors exactement dans l'équilibre, c'est quand mon collègue, celui contre lequel je joue assez régulièrement, mais le bougre, il est un tout petit peu meilleur que moi. Hein. Habituellement, il remporte 3 parties sur 4 quand on joue ensemble. Là, j'ai le challenge. Et là, je donne mon meilleur tennis. Et ça se traduit par le fait que la petite voix qui est à l'intérieur ici, qu'on appelle parfois ego, se tait. J'ai plus de préoccupation, je ne suis plus que tennis à ce moment-là. C'est de la pleine conscience, mais focalisé sur un but. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience optimale. On vit très souvent ça en milieu professionnel, dans notre travail. Et subjectivement, quand on est dans le flow, on ne se rend même pas compte. C'est quand on en sort, déjà 1 heure. J'aurais pas cru. Oui, c'est vrai.
Alors, est-ce qu'il y aurait... parce que là, on n'a pas parlé, par exemple, de prendre soin de soi. Oui. Il y a ça aussi? Alors, prendre soin de soi, on en a parlé au sens physique, santé, etc. Mais on revient là-dedans, oui. Ouais. Par exemple, le massage, ou, tu vois, ça aussi, c'est important? Alors, je le mettrais dans la piste précédente qu'on évoquait, à savoir prendre soin de soi, de sa personne, dans le sens aussi de l'apparence, de l'hygiène de vie, c'est-à-dire ce que je consomme, et puis le mouvement que je fais pour lutter contre la sédentarité, etc., etc. Du reste, j'ai des chiffres, on les trouve dans le livre du professeur Lejoyeux, que j'ai interviewé, et qui nous dit que entre les optimistes et les pessimistes, les consommations ne sont pas les mêmes. Notamment, les optimistes font plus attention à ce qu'ils consomment, et notamment, ils sont moins dans des consommations toxiques. Donc, il y a moins de fumeurs, il y a moins de pourcentage donc, de fumeurs chez les optimistes que chez les pessimistes, ou de buveurs excessifs. Donc, ils consomment moins d'alcool, ils consomment moins de tabac ou de fumée. Donc, au final, leur corps fonctionne mieux aussi. Ouais, c'est vrai que quand on t'écoute, c'est beaucoup de bon sens, quoi. Est-ce qu'on mettrait aussi... Pas de révolution, que du bon sens. Est-ce qu'on mettrait aussi dans le bien-être de faire attention à son entourage, les gens qu'on côtoie? Oui. Justement, de s'entourer peut-être plutôt de personnes positives plutôt que de personnes négatives. Oui. Ou est-ce que c'est trop sélectif, quoi? Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est la générosité. C'est s'entourer expressément de personnes négatives pour leur amener un petit peu plus de positif. Mais ça, on est sur le niveau 2 ou sur le niveau... C'est ça les challenges, quelque part. Bien évidemment, si je suis dans un milieu où les gens me pèsent et que mon humeur sombre, j'ai avantage à me prendre de la distance. Maintenant, peut-être qu'à prendre de la distance, c'est prendre de la distance. Mon challenge pourrait être justement d'essayer de contrebalancer ceci. Par exemple, à l'hôpital universitaire, me semble-t-il, de Genève, ça a été fait. On s'est rendu compte dans un service de psychiatrie, et Dieu sait que c'est pas forcément le bonheur que de travailler dans ces services-là, que l'équipe qui s'occupait de l'étage avait de plus en plus le moral dans les chaussettes. Et puis la personne qui a la tête de ce service réfléchit, et puis il a constaté un truc tout bête, tout simple. Alors, on est de nouveau dans le terre-à-terre. Et il a pris conscience de comment commençait la journée. C'est un colloque, on voit l'équipe de nuit, l'équipe de jour, on se met ensemble, on regarde, on échange des informations. Tu te rends compte, le patient de la chambre 37, il a de nouveau fait ci, il a décompensé, puis l'autre, il n'a pas dormi, puis l'autre, toute la nuit, il a sonné, et puis voilà. Et il a promulgué que dans son service, les 3 premières informations de la journée seraient positives. Le patient de la 36, il a bien dormi, lui. Ça fait plaisir. Puis quand j'ai été réveillé, celui de la 61, alors il m'a fait un grand sourire. Et ça a changé complètement l'ambiance de l'équipe. Alors, quand je suis entouré de rabat-joie, je peux exercer ma générosité. C'est pas très compliqué. Une remarque, on va dire plutôt pessimiste négative, une remarque plutôt optimiste positive. Mais tu te rends compte, ce temps, c'est pas possible. Dis donc, avec la sécheresse qu'on a eue cet été, moi je suis content d'avoir un peu de pluie. Et ça change la donne, parce qu'en fait, moi je me vois comme partie prenante de la société et des autres. Moi aussi, des fois, je baisse l'humeur des autres, parce que voilà, j'ai pas le moral, puis je fais des remarques plutôt désobligeantes ou plutôt pessimistes. La prise de conscience, je trouve qu'elle est admirable. On la trouve... c'est une anecdote, sur un pont qui enjambe une autoroute, et puis il y a un petit malin qui a été tagué, qui a été marqué. Vous n'êtes pas dans un bouchon, vous êtes le bouchon. T'as remarqué comme quand on est coincé dans un embouteillage, on dit on se dit pas, tiens, mais moi je contribue à part entière à cet embouteillage. Si ma voiture n'était pas là, ça irait déjà mieux. Donc qu'est-ce que je peux faire moi ici maintenant à ma petite échelle pour essayer de changer les choses? C'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à ma petite échelle, pour essayer de faire changer les choses? Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais. C'est généreux d'offrir son propre bonheur, son propre sourire, déjà. J'ai des personnes qui le font. Alors moi, j'affiche un sourire. Je m'efforce un peu de sourire. Et puis, quand je croise les gens, je souris. C'est fou ce qu'ils me saluent en retour. C'est fou ce que tout d'un coup... bonjour.
Non, ça m'étonne pas. On n'a pas donné de définition à la psychologie positive, c'est quoi? C'est l'étude scientifique du bonheur. Alors, la psychologie positive, positive c'est peut-être un terme pas très heureux, c'est un jeu de mots. Pourquoi? Parce que ça signifierait qu'il y aurait une psychologie négative. Il n'y a pas de psychologie négative. Mais la psychologie, surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est surtout intéressée à la souffrance, aux problèmes, aux troubles psychiques. Alors que le bonheur est resté un petit peu plus de côté. Après, on va dire non, c'est pas vrai. Carl Rogers, lui, il s'est intéressé au bonheur. Oui, mais pas avec les méthodes scientifiques. Et tandis que depuis Martin Seligman, fin des années 90, on a vraiment une approche empirique, scientifique, chiffrée, on va dire, de ce qui rend les gens plus épanouis ou moins épanouis. Ce qui veut dire que tu pourrais voir aussi, comme moi je le constate depuis 5-6 ans, que la société est en quête de sens, entre guillemets. En tout cas, il y a une espèce de prise de conscience qui est en train de se faire de manière assez accélérée, je trouve, de la population globale. Au départ, je pensais que c'était qu'en France, mais visiblement, quand je me déplace un petit peu partout dans le monde, je vois que c'est vraiment à l'échelle globale. Toi, tu le vois aussi à travers tes études? Je vois surtout de l'intérêt que les gens ont pour ces études. Au début, c'était un peu balbutiant, c'était un petit peu anecdotique, tandis que maintenant, on en a de plus en plus. On a par exemple un magazine en France qui traite que de psychologie positive. Allez, on connaît tous Psychologie Magazine, mais depuis, on a psychologie positive et il n'y a que des éléments de psychologie positive. Ça ne veut pas dire que ça parle que de positif, on peut aussi parler de difficultés, mais sous l'angle de la psychologie positive. Donc, il y a un intérêt pour ça. Oui, c'est vrai que même dans les librairies, ou par exemple, pour citer les noms à la Fnac ou à Virgin, je me rappelle d'une époque, il y a 15 ans, où tu retrouvais un tout petit rayon avec des livres en développement personnel, et maintenant on a des rayons qui sont gigantesques, avec une pléthore de livres de partout. Je trouve ça génial. Donc c'est aussi, ça montre justement qu'il y a un intérêt, parce qu'évidemment, ils suivent la demande des particuliers, j'imagine. Oui. Et puis là, je vais faire mon pessimiste. Je ne vois pas d'un si bon œil cette multiplication, parce que certaines personnes se sont précipitées. On est dans la société de consommation. Là, je reprends ton argument. On est dans la société de consommation. Donc, du moment où on fait quelque chose sur le bonheur, c'est vendeur maintenant. Voilà, parce que ça devient un courant comme ça. Et certaines personnes, à mon avis, ont dénaturé la psychologie positive. La psychologie positive, c'est de la science. On ne dit pas des choses, même si ça peut faire du bien aux gens, on ne les dit pas si elles n'ont pas été démontrées. Donc, quelque part, soit on est dans la recherche et puis on évoque de la recherche, soit on fait 3 kiffs par jour. Mais 3 kiffs par jour, ce n'est pas de la psychologie positive. J'espère qu'elle ne m'entend pas, Florence, parce qu'elle va dire « Ouais, moi je me suis formé. » Oui, je me suis formé. Mais dans son livre, on a des éléments scientifiques qui côtoient des éléments un peu différents. Tout va dans le sens de cette prise de conscience. Mais ce n'est pas les mêmes outils, quelque part. Alors, moi, je fais un petit peu attention avec ça. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, celui qui fait de la psychologie positive, il doit forcément avoir la banane. Bah non, c'est un scientifique, un psychologue comme un autre. Donc, gardons la spécificité de cette discipline. C'est une approche rigoureuse, scientifique. Et puis, si un jour, la psychologie positive nous dit « l'argent fait le bonheur », elle nous le dira, et puis, ma foi, ce sera un fait jusqu'à preuve du contraire. On est dans la science. Bien sûr, oui, tant que ça reste scientifique, évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a des citations que tu aimes plus que d'autres, qui peuvent te suivre peut-être un peu partout, quoi? Des citations, il y en a plein, mais alors là, ça va être difficile de les remémorer comme ça, par rapport au bonheur ou bien... Ouais, par exemple, ouais. Moi, comme je te disais tout à l'heure, celle de Gandhi, moi, elle me suit partout. Pour moi, ça résume très très bien ce qu'on devrait tous faire chacun à notre échelle, quoi. C'est-à-dire incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord commencer par soi, avant de dire voilà, il faut changer la société. Commence déjà toi à te changer, parce que si tu te changes toi, tu vas avoir forcément un regard aussi différent sur la vie, sur la société, sur beaucoup de choses. Ouais. Alors. Moi, je suis un peu moins sur les grandes têtes pensantes, les Gandhi et autres. Mais là, j'ai pas les mots exacts. On trouve ça chez Serge Gainsbourg. C'est peut-être pas la personne dont on pense, qui dit quelque chose comme quand on peut pas avoir ce qu'on veut, faut vouloir ce qu'on a. Il le dit mieux que moi, infiniment mieux, ou plus poétiquement. Mais c'est un petit peu des choses comme ça. C'est quoi l'idée ?
L'idée, c'est que si je cherche forcément ailleurs, plus à obtenir quelque chose, je ne serai pas forcément plus heureux ou plus heureux durablement. Par contre, si j'apprends à apprécier ce que j'ai déjà, donc à lutter contre l'adaptation hédonique, pour reprendre ce terme-là, je vais optimiser, je vais augmenter mon bien-être subjectif. Ça veut dire que toi, tu pratiques au quotidien tout ça ? Le bonheur ? Ouais. Ouais, à temps partiel. Oui, alors, ces moments de conscience que j'essaie on va dire, de répéter. Parce que le quotidien, il a son rythme, et puis il y a pas mal de choses à faire, et puis on est facilement, on se laisse aller dans ce rythme parfois effréné. Donc ça équivaut à faire des pauses, c'est pas grand-chose. Par exemple, en marchant dans la rue, simplement à un moment donné, où est-ce que je suis ? Est-ce que je suis tendu ? Non. Est-ce que je marche un peu plus vite que mon rythme ? Ok. Et je ralentis, par exemple. Merci beaucoup, Yves. Alexandre. Avec grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»